Nous avons eu par le passé une grande loi sur le bruit, une loi qui a été votée en 1992. Et c'est vrai que depuis 1992, il y a eu très peu de textes sur le bruit et sur une meilleure prise en compte des nuisances sonores. On a du retard sur le sujet, mais je crois qu'il faut pouvoir le rattraper. Les modes de vie ont évolué, nos infrastructures de transport ont évolué, les territoires se densifient et les nuisances, il est vrai, sont de plus en plus nombreuses. Il y a plusieurs définitions du bruit. Vous avez les définitions normalisées d'acoustique ou les définitions de l'OMS, comme tout son dont on ne veut pas. Et puis vous avez des définitions plus la vie de tous les jours. Si je vous demande de donner des exemples de bruit, vous allez me donner des exemples qui vont citer des sources sonores. Le bruit des voitures, le bruit du vent dans les arbres. Mais vous voyez, c'est toujours le bruit de quelque chose. Et donc, ce sont les sources sonores qui sont les plus importantes et c'est celles-là qui vont être agréables ou désagréables. Et le bruit, pour tout un chacun, est neutre. La quantité de son, c'est ce que nous appelons en termes acoustiques le niveau sonore. Et ce niveau sonore est mesuré avec des instruments et donc va se mesurer en termes de décibels. Il existe des normes à respecter et l'on sait qu'au-dessus de 80 décibels, c'est-à-dire une voix déjà assez forte, assez criée, il faut faire attention et se protéger. Les effets avérés de l'exposition au bruit sur la santé sont en premier lieu les perturbations du sommeil, vient ensuite la gêne et enfin le bruit va modifier, perturber la communication, ce qui affecte les fonctions cognitives et entraîne un retard à l'apprentissage et des problèmes de comportement, notamment chez les enfants. On peut estimer qu'un individu sur 5 serait perturbé par le bruit pendant son sommeil et un individu sur 3 serait gêné par l'exposition au bruit. Le Conseil national du bruit a rendu il y a 2 ans une étude visant à évaluer le coût social et sanitaire du bruit. Ce coût est évalué aujourd'hui à 57 milliards d'euros par an, dont 20 milliards liés uniquement aux nuisances des transports. Depuis 2014, de nombreuses études se sont intéressées à l'exposition aux nuisances sonores et au risque d'hypertension et au risque aussi de maladies cardiovasculaires et elles ont conclu à une association. Le bruit est un véritable enjeu pour les Franciliens. Ils sont 3/4 à se dire préoccupés par les nuisances sonores. Il y a même 1/4 des Franciliens qui se déclarent très préoccupés. On a pu quantifier ces effets à l'échelle de la zone dense d'Île-de-France. Et on sait qu'en moyenne, un individu peut perdre jusqu'à 10 mois de vie en bonne santé au cours d'une vie entière. Ça peut aller même jusqu'à 3 ans pour les personnes les plus exposées. En termes d'enjeux quantitatifs, on a à peu près 9 millions de Franciliens qui vivent au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est 90% de la zone dense francilienne. Et on a même 1,5 million de Franciliens qui sont exposés au-delà des valeurs limites, donc qui vivent dans des situations relativement critiques. Nous sommes dans un des carrefours les plus bruyants de toute l'Île-de-France, qui cumule tous les problèmes de nuisances sonores et de nuisances atmosphériques. Nous sommes sur le pont qui relie Villeneuve-Saint-Georges à Villeneuve-le-Roi. Donc on a la circulation automobile, les trains, les bateaux et les avions au-dessus. Donc ici c'est la totale. Moi j'ai travaillé dans les années 70-80 à Villeneuve-le-Roi. Très peu de changements, aussi bien sur la circulation automobile
que sur les trains ou les bateaux, et encore moins sur les avions, puisqu'on a eu une nette augmentation des nuisances. J'habite à Soisy-sous-Montmorency dans le 95 et je suis à 17 km des pistes de Roissy, mais bien exposée puisque sous les trajectoires d'approche. Quand je me suis installée ici en 1993, rien ne laissait prévoir une telle extension de l'aéroport de Roissy et une telle augmentation des nuisances. Donc vous voyez là, depuis qu'on se parle, il y a un avion toutes les minutes et demie. J'étais dans aucun plan de gêne sonore, ni plan d'exposition au bruit, donc ce fameux plan d'urbanisme qui vous dit si vous avez le droit de construire ou pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans le plan de gêne sonore, donc je suis considérée comme une personne assez impactée par le bruit, et je suis dans le plan d'exposition au bruit zone C, c'est-à-dire la zone où on limite l'urbanisation et où on ne doit pas augmenter la population. Donc c'est un manque de prévision en fin de compte à la fois de l'exploitant ADP et de l'État qui aurait dû prévoir des plans beaucoup plus étendus pour prévenir l'installation des personnes. On nous reproche souvent d'être venus nous installer sous les avions en toute connaissance de cause. Pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Les gens étaient là soit avant les aéroports, soit les nuisances ont augmenté et c'est devenu insupportable pour les gens. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a des centaines de communes qui sont survolées par les avions en Île-de-France. On le voit bien sur cette carte, chaque trait c'est le passage d'un avion. Et puis sur celle-ci, on voit en fait toutes les zones qui sont impactées en termes de santé d'après l'OMS. Donc on voit qu'on va jusqu'aux confins du Val d'Oise ici, jusqu'à Cergy-Pontoise et jusqu'aux confins du 77. Donc c'est 80 km de longueur de territoire qui sont impactés. J'habite le long du canal Saint-Martin. J'essaie de lutter contre la pollution sonore dans les villes. Cette pollution dans les villes, elle n'est pas simplement liée à des établissements. Elle est aussi liée à des nouveaux usages d'utilisation d'espaces publics. Et c'est le cas sur le canal Saint-Martin. Là, c'est l'hiver et vous voyez, les quais sont complètement vides. Imaginez-vous que l'été, il y a des milliers de personnes qui sont sur les deux berges. Il y a l'eau qui est un écran qui fait rebondir le son et puis vous avez les parois des immeubles qui également fait rebondir le son. Donc c'est un lieu extrêmement bruyant. La gêne que ça crée est surtout une gêne nocturne. L'été, vous pouvez avoir à 2 h du matin des niveaux sonores qui sont équivalents à ce qu'on a au niveau des aéroports. C'est absolument énorme. Et c'est ça qu'il faut essayer de réguler de façon équilibrée. La pollution sonore, c'est véritablement un enjeu qui concerne de multiples acteurs. En premier lieu, il y a les maires, enfin le maire qui a un rôle particulier puisque sur tout ce qui concerne les bruits de voisinage, les bruits d'activité, c'est lui qui est en première ligne. Avec 14 voies d'autoroute, la ville de L'Haÿ-les-Roses a été identifiée comme étant un point noir du bruit, c'est-à-dire une zone dans laquelle les décibels émises, notamment par l'autoroute, sont très au-delà de toutes les normes en vigueur. Et donc c'est ce qui nous a permis notamment d'être une ville pilote dans la capacité à avoir un revêtement dit revêtement anti-bruit, un revêtement innovant qui a permis effectivement de faire baisser l'émission des décibels sur l'autoroute. La vraie question aujourd'hui, c'est combien de temps ça va durer ? L'avantage malgré tout, c'est que ce type de revêtement coûte cher par rapport à un budget communal. C'est plus de 9 millions d'euros qui ont été investis sur la commune de L'Haÿ-les-Roses. Mais par rapport à ce que coûtent des murs anti-bruit par exemple, c'est beaucoup moins cher. On souhaite aussi baisser la vitesse. Baisser la vitesse, ça a 2 avantages. Le premier, baisser le bruit que produisent les véhicules en roulant très vite, mais également une vitesse moindre
et en général permet de générer moins d'embouteillages. Or, les embouteillages sont aussi énormément générateurs de bruit sur cette autoroute qui est beaucoup utilisée par les poids lourds. Et un poids lourd dans les bouchons fait énormément de bruit. En règle générale, quand on est le long d'une route, qu'on mesure le bruit, on a les véhicules particuliers passent autour entre 65 et 75 décibels. Et dès qu'on va augmenter, qu'on passe au-dessus de 80 décibels, on a plutôt les deux roues motorisées et les bus qui vont ressortir, les bus thermiques tout au moins, ou les poids lourds. Et on peut avoir même des pointes jusqu'à 100 décibels, voire 110 décibels pour pour les engins les plus bruyants qui ont été trafiqués. La solution pour la flotte de bus, c'est évidemment l'électrique ou l'hybride. Ça vaut aussi évidemment pour les scooters et les motos. Sur les véhicules particuliers aussi, hein. Il reste quand même le bruit de roulement. Et donc ce bruit de roulement, il est de plus en plus fort en fonction de la vitesse de circulation. Nous avons réussi, nous parlementaires, à introduire dans la loi d'orientation des mobilités des mesures inédites sur le bruit. Premièrement, une meilleure prise en compte des nuisances avec une nouvelle méthode de mesure qui tiendra compte des pics de bruit, de la répétitivité du bruit et des vibrations. Ça, c'est un élément important pour mieux caractériser la nuisance. Deuxième avancée majeure, nous parlons désormais de pollution sonore et non plus de bruit. Et le terme pollution sonore est introduit dans la loi au même titre que la pollution de l'air. Et ça, c'est très important pour lutter contre ces nuisances, contre cette pollution. Et troisième avancée importante, l'introduction dans la loi d'un droit à vivre dans un environnement sonore sain. Là, on a une directive européenne de 2002 qui est venue confier une nouvelle responsabilité. On a maintenant des acteurs qui sont quand même mieux identifiés et qui commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Donc, je pense par exemple à la métropole du Grand Paris ou à des comités d'agglomération qui viennent d'élaborer leur premier plan de prévention du bruit dans l'environnement sur la base de diagnostics acoustiques auxquels nous, Bruit Paris, on a pu contribuer. Donc, on a des cartes de bruit. Ces cartes de bruit ont permis de calculer le nombre de personnes exposées et à partir de ces cartes de bruit, on a pu dresser une liste hiérarchisée, en fait, en quelque sorte, les endroits les plus sensibles, les plus critiques, identifier des zones à enjeu sur lesquelles maintenant il faut que les pouvoirs publics se mobilisent pour apporter des solutions. Notre association Advocnar fait 10 propositions pour réduire le bruit lié au trafic aérien. Parmi ces propositions, il y en a une qu'on fait depuis longtemps, c'est les atterrissages en descente continue à la place des atterrissages par palier que nous subissons actuellement. Alors à force de présenter cette mesure, nous avons obtenu qu'elle soit mise en œuvre. Madame Borne s'est engagée et le process est lancé pour un résultat en 2023. Alors une autre mesure très importante pour réduire le bruit des avions, c'est de diminuer le nombre des avions la nuit. À Roissy, nous sommes les champions d'Europe du nombre de vols de nuit, avec 170 avions chaque nuit entre 22h et 6h, ce qui est énorme. Les concurrents directs de Roissy ont à peu près la moitié de vols de nuit sur cette période. Ils ont mis en place soit des couvre-feux partiels sur une partie de la nuit, soit une réduction du nombre de vols de nuit sur la période 22h-6h. Si c'est faisable dans d'autres pays d'Europe, sur d'autres aéroports européens, c'est donc faisable en France. Là, par contre, il manque une volonté politique qui permettrait en fait de freiner les objectifs du groupe ADP. Qu'est-ce que vient de voter le gouvernement? Le gouvernement, sous la pression des lobbies de la nuit, il vient de voter un amendement absolument incompréhensible qui, je le fais en résumé et en synthèse, veut dire que tout nouveau locataire ou propriétaire d'un appartement au-dessus d'un lieu qui fait du bruit n'aura plus la possibilité de se plaindre de la nuisance sonore et de la pollution sonore parce qu'il devait savoir que ce lieu était pollué. Ça veut dire qu'on donne la possibilité aux pollueurs par la loi de continuer à polluer. Si on fait ça, comment est-ce que de l'autre côté, on peut considérer qu'on mène une politique éco-responsable? Le message de l'association, il est très simple. Nous, on est évidemment pour la fête, on est évidemment pour la création artistique, c'est indispensable. Mais ceci ne doit pas se faire au détriment de la santé des autres. Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que c'est effectivement parfaitement conciliable. Premièrement, il faut une réelle volonté politique.
Ensuite, il faut des mises en œuvre très simples qui ne peuvent reposer que sur un élément pivot central. La seule solution et l'énorme progrès, c'est la méduse de bruit Parif. Donc là, on est en présence du capteur Méduse. Le capteur, il a l'originalité en fait de non seulement mesurer le niveau sonore, comme la plupart des engins de mesure qu'on peut utiliser, mais aussi de déterminer la provenance du bruit. Donc on sait à chaque instant en fait d'où vient le bruit grâce à la présence de ces 4 microphones. Si on déploie ce capteur le long d'une voie, on va voir passer les véhicules et on aura en fait leurs traces acoustiques. Chaque petit point représente le niveau sonore et la direction de provenance de ce niveau sonore chaque dixième de seconde. Donc on voit que là, par exemple, ce pic de bruit qui a été généré par une moto qui est passée, le pic a atteint 112 décibels, donc un niveau très fort, et la trace acoustique de l'engin. Le bruit, à la différence de la pollution atmosphérique, il est local et il s'enregistre facilement. Donc s'il y a des plaintes pour une pollution sonore, eh bien on l'objective. Et ensuite, la régulation, elle doit se faire en 2 temps. D'abord une concertation. Tout le monde est à la fois récepteur et émetteur de bruit. Donc évidemment, on s'en rend davantage compte quand on est récepteur, mais il faut intégrer progressivement la lutte contre le bruit dans les comportements individuels. Et puis si la concertation ne marche pas, il faut des sanctions. Des chantiers de génie civil, des chantiers de construction, en fait, ça génère beaucoup de bruit. À ce titre, en fait, la Cité du Grand Paris, qui est une maîtrise d'ouvrage responsable, déploie et expérimente un certain nombre de solutions innovantes tout au long de la vie du chantier pour réduire, atténuer toute l'activité sonore qui peut être générée sur le chantier. Sur la réduction en tant que telle, il y a une opération qui est assez simple qu'on appelle du capotage, qui consiste effectivement à calfeutrer, si je puis dire, la motorisation des engins de chantier de façon à ce qu'en termes d'émissions, ce soit le plus réduit possible. Ensuite, il y a des opérations assez classiques, on va dire, de pose de palissade. Donc on adapte la hauteur de la palissade en fonction de l'environnement, des riverains qui se trouvent aux alentours. Il y a également l'emplacement des engins de chantier. Donc là, on fait en sorte que les engins les plus générateurs de bruit soient le plus éloignés possiblement du riverain. Et après, il y a tout l'accompagnement. Donc typiquement, à la Société du Grand Paris, on a une posture qui est assez innovante dans la mesure où on est assez transparent sur l'activité sonore de nos chantiers, avec notamment des méduses qui génèrent effectivement l'activité. Donc on peut suivre les courbes de bruit, elles sont accessibles pour le riverain, pour la maîtrise d'ouvrage et puis pour tous les compagnons du chantier qui peuvent suivre en direct ce qui se passe sur un chantier. La vertu au-delà de la transparence, c'est que ça nous oblige à être meilleurs. Quand on voit effectivement qu'on est un peu moins bon que ce qu'on aurait souhaité, on a des actions correctrices immédiates ou quasi immédiates. Proche des gares, on ne va pas construire de la même manière. Puisqu'on sait qu'il y a une source de bruit importante, il faut concevoir des bâtiments qui permettent de réaliser ces murs anti-bruit. Ces propres logements vont se protéger eux-mêmes du bruit, mais aussi, de par leur constitution, protéger les autres bâtisses du bruit. Comme on intègre des facteurs de bien vivre avec du verdissement, etc., eh bien, on doit aussi prendre en compte le facteur bruit de façon à ce que toute cette chaîne d'intervenants à travers la conception des bâtiments, l'usage des matériaux absorbants, la forme des espaces arrive à diminuer les zones de bruit. Who gives a fuck about my nightmares? 'Cause I can barely focus when I'm like this. Notre positionnement à Bruxelles, c'est essayer de ramener le bruit au premier plan, en tout cas l'intégrer dans un maximum d'endroits et de politiques, parce qu'effectivement, par le passé, le bruit était, comme ça se dit souvent, le parent pauvre de l'environnement, et donc notre objectif ici, c'est de le ramener en avant pour le conscientiser. La lutte contre la question sonore, pour moi, c'est vraiment une question de petits pas et surtout une question de dialogue avec l'entièreté de tous les acteurs du terrain. Personne ne peut décider de faire quelque chose pour le bruit directement parce que le bruit est complètement diffus et se retrouve absolument dans tous les endroits et dans toutes les politiques, que ce soit dans la construction des bâtiments, dans les voiries, dans la gestion des autorisations de café, etc. Donc du coup, l'important là-dedans est d'avoir chaque fois du dialogue spécifique avec tous les acteurs pour essayer de les conscientiser.
qu'on essaye de faire à Bruxelles, c'est depuis quelques années maintenant, c'est d'essayer de rendre le bruit le plus visible possible pour que les gens se rendent compte de l'effet et du fait qu'on est soumis à un bruit permanent. Tous les 10 ans à peu près, la région adopte un nouveau plan bruit de prévention et de lutte contre les nuisances sonores et les vibrations. Et donc l'année passée, le 28 février, le gouvernement a adopté le plan Quiet Point Brussels. Alors ce plan, il a 3 gros objectifs. Il a un objectif d'abord de santé, qui est d'améliorer la santé de tous les Bruxellois. Un deuxième objectif qui est un objectif social, qui est de fournir des espaces de calme et de repos pour tous les Bruxellois aussi, alors à la fois chez eux, mais également dans les espaces publics. Et puis le troisième objectif est un objectif d'attractivité. On a des défis au niveau de Bruxelles de densification, donc la population qui augmente, la population elle doit vivre. Donc on va devoir partager des logements, on va devoir transformer des maisons en appartements. Ce n'était pas forcément le but premier, donc on a des problèmes d'isolation. Donc il faut travailler aussi sur des textes par rapport au permis d'urbanisme par exemple qui forcent les entrepreneurs à mettre en place des normes d'isolation acoustique. Heureusement l'isolation acoustique est thermique, donc on peut agir sur ce biais-là aussi. À l'heure actuelle, on travaille avec des indicateurs qu'on appelle des indicateurs énergétiques, car ils s'intéressent à la dose de bruit globale sur une journée ou sur une année. Or, le fait de travailler avec ce type d'indicateur ne représente pas la gêne vraiment des populations et leur ressenti, qui est beaucoup plus lié en fait à la succession de pics de bruit dans la journée ou au cours d'une période. Avec la loi d'orientation sur les mobilités qui vient d'être promulguée, on a un premier progrès là, qui va arriver, c'est la prise en compte d'indicateurs événementiels dans le domaine du bruit ferroviaire. Nous, à Bruit Paris, on prône pour aller au-delà, pour s'intéresser aussi à des indicateurs événementiels, pour le bruit du trafic aérien, voire même le bruit du trafic routier, lorsqu'il y a beaucoup de pics de bruit qui se succèdent. Et c'est en intégrant ce type d'indicateurs qu'on pourra mieux traduire, évidemment, les ressentis des populations, leur gêne, et également utiliser ces indicateurs dans les débats publics qui vont venir, notamment autour des grands projets comme la construction du terminal 4 à Paris-Charles de Gaulle. Notre ambition, mais notre rêve aussi, ce serait de travailler par exemple sur un indicateur de performance acoustique des bâtiments, comme on l'a pour l'énergie, la performance énergétique des bâtiments. Mais l'idée, ce serait d'avoir par bâtiment sa performance acoustique du bâtiment. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui désirerait acheter un bâtiment connaîtrait la situation acoustique du bâtiment. Mais bon, ça c'est un rêve, mais c'est clair que maintenant c'est rentré dans les mentalités au niveau de l'énergie. On aimerait bien que l'acoustique se rentre également dans les mentalités de tous. Un deuxième sujet sur lequel il me paraît important de se mobiliser, c'est la question de la conciliation en fait, des aspirations des riverains à avoir un sommeil de qualité dans les villes et le développement de la vie culturelle. Il y a une attente très forte de la population pour que les pouvoirs publics se mobilisent sur ces questions, que les collectivités locales gèrent vraiment cette situation, travaillent en bonne concertation avec les riverains, les établissements pour trouver la voie d'une meilleure gestion, finalement, régulation de la vie nocturne. Le bruit, c'est aussi du bon sens, donc avec du bon sens, on s'en sort pas mal.